Bonjour les amis, soyez le bienvenu sur votre chaîne La Biologie Universitaire. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à la partie de génétique, au module de génétique, pardon. Donc aujourd'hui, on va traiter la partie de génétique des diploïdes. Donc avant de commencer, j'aimerais dire que dans cette vidéo, j'ai trop bavardé, j'ai trop parlé sans rien, sans rien dire. J'ai répété les choses pas mal de fois et désolé. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires et n'hésitez pas de cliquer sur like, subscribe et on commence. على بركة الله. Et donc, on commence à la Baraktillah. Donc, premièrement, la transmission des caractères héréditaires chez les organismes diploïdes. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire diploïde? Des organismes diploïdes. Diploïde signifie que chaque chromosome, elle représente en deux. Ça veut dire que il y en a les chromosomes au sein des cellules des organismes haploïdes sont sous forme paire. Il y en a deux N chromosomes. Donc chaque chromosome est un autre exemplaire de ce chromosome. Et donc, ce qui signifie que les cellules des organismes diploïdes sont des cellules qui présentent deux allèles pour chaque gène. Un allèle parental et un allèle maternel. Un allèle vient de la mère et un allèle vient de la père. Du père, pardon. Et donc la transmission des caractères héréditaires chez les organismes diploïdes. Donc on va étudier le passage des caractères héréditaires, ça veut dire la forme, l'anatomie, la couleur, tous les caractères qui sont héréditaires. Ça veut dire, nous, dans cette partie, on va étudier le passage des caractères depuis les parents vers leur descendance. Ça veut dire vers les générations suivantes. Et donc, premièrement, on va attaquer les lois de Mendel. Et après, on va attaquer les exceptions des lois de Mendel. Premièrement, les lois de Mendel, on va attaquer les deux premières lois de Mendel, à savoir que Mendel a trois lois. Mendel a disposé trois lois. Nous, on va premièrement, dans cette partie, on va étudier les deux premières lois de Mendel. Et donc, les deux premières lois de Mendel sont applicables dans le cas du monohybridisme. Ça veut dire la transmission d'un seul couple d'allèles. Et donc, mono, ça veut dire un seul, et donc la transmission d'un seul couple d'allèles. Et donc, comme j'ai dit que mono, ça veut dire un seul, hybridisme, ça veut dire que dans le cas lorsqu'on croise deux souches pures, on obtient un hybride. Un hybride, qu'est-ce que ça veut dire un hybride? Ça veut dire c'est un individu hétérozygote. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire hétérozygote? Ça veut dire elle porte deux allèles différents. Les deux allèles qu'il porte sont des allèles différents. Donc, premièrement, Gregory Mendel a travaillé, il a utilisé le matériel expérimental sur lequel Gregory Mendel a travaillé, c'est le petit pois. C'est le Pisum sativum en latin. Jlebana en arabe. Et donc, le petit pois, c'est une plante comestible ayant la capacité d'autofécondation. Qu'est-ce que ça veut dire d'autofécondation? Ça veut dire qu'elle se féconde. L'autofécondation, c'est simple, ça sont des notions de biologie végétale de S2. Et donc, Gregory Mendel a étudié chez le petit pois, a étudié 7 caractères différents. A étudié la forme et la couleur de la graine, ça sont deux. Il a étudié pour la forme, est-ce que la graine il est lisse ou ridée? La couleur, est-ce qu'il est jaune ou vert? Il a étudié aussi la couleur de la fleur, est-ce qu'il est blanc ou violet?
Il a étudié aussi pour la gousse. La gousse, ça veut dire le fruit de cette plante-là. Il a étudié la couleur du fruit, est-ce qu'il est jaune ou vert. Il a étudié aussi la forme, est-ce qu'il est plein ou étroite. Il a étudié aussi la tige. Il a étudié aussi la longueur de la plante, est-ce qu'elle est longue, est-ce qu'elle est courte. Il a étudié aussi l'emplacement, la position des fleurs dans la plante. Est-ce que les fleurs ayant une position axiale ou ayant une position terminale. Et donc, ça sont les 7 différents caractères que Grégory Mendel a été étudié chez le petit pois. Et pourquoi on étudie, nous, les lois de Mendel? Tout simplement parce que Mendel a travaillé sur le petit pois et que le petit pois est un organisme diploïde, appartient à la reine végétale. Ce sont des organismes diploïdes. Et c'est pour cela que les lois de Mendel sont applicables pour les diploïdes. Pour une notion très importante, les lois de Mendel sont applicables seulement pour les organismes diploïdes. Ça, c'est une notion très importante. On n'applique pas les lois de Mendel sur les organismes haploïdes. Et donc, premièrement, on va attaquer les lois de Mendel. Et après, on va attaquer les exceptions des lois de Mendel. Premièrement, les lois de Mendel, on va attaquer les 2 premières lois de Mendel, à savoir que Mendel a trois lois. Mendel a disposé 3 lois. Nous, on va premièrement, dans cette partie, on va étudier les 2 premières lois de Mendel. Et donc, les 2 premières lois de Mendel sont applicables dans le cas du monohybridisme. Ça veut dire la transmission d'un seul couple d'allèles. Et donc, mono, ça veut dire un seul, et donc la transmission d'un seul couple d'allèles. Et donc, comme j'ai dit que mono, ça veut dire un seul, hybridisme, ça veut dire que dans le cas lorsqu'on croise deux souches pures, on obtient un hybride. Un hybride, qu'est-ce que ça veut dire un hybride? Ça veut dire ça veut dire que c'est un individu hétérozygote. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire hétérozygote? Ça veut dire elle porte 2 allèles différents. Les 2 allèles qu'il porte sont des allèles différents. Donc, premièrement, Grégory Mendel a travaillé, il a utilisé le matériel expérimental sur lequel Grégory Mendel a travaillé, c'est le petit pois. C'est le Pisum sativum en latin. Jlebana en arabe. Et donc, le petit pois, c'est une plante comestible ayant la capacité d'autofécondation. Qu'est-ce que ça veut dire d'autofécondation? Ça veut dire qu'elle se féconde. L'autofécondation, c'est simple, ça sont des notions de biologie végétale de S2. Et donc, Grégory Mendel a étudié chez le petit pois, a étudié 7 caractères différents. A étudié la forme et la couleur de la graine, ça sont 2. Il a étudié pour la forme, est-ce que la graine il est lisse ou ridée? La couleur, est-ce qu'il est jaune ou vert? Il a étudié aussi la couleur de la fleur, est-ce qu'il est blanc ou violet? Il a étudié aussi pour la gousse. La gousse, ça veut dire le fruit de cette plante-là. Il a étudié la couleur du fruit, est-ce qu'il est jaune ou vert? Il a étudié aussi la forme, est-ce qu'il est plein ou étroite? Il a étudié aussi la tige. Il a étudié aussi la longueur de la plante, est-ce qu'elle est longue, est-ce qu'elle est courte. Il a étudié aussi l'emplacement, la position des fleurs dans la plante. Est-ce que les fleurs ayant une position axiale ou ayant une position terminale. Et donc, ça sont les 7 différents caractères que Grégory Mendel a été étudié chez le petit pois. Et pourquoi on étudie, nous, les lois de Mendel? Tout simplement parce que Mendel a travaillé sur le petit pois et que le petit pois est un organisme diploïde, appartient à la reine végétale. Ce sont des organismes diploïdes. Et c'est pour cela que les lois de Mendel sont applicables pour
les diploïdes. Pour une notion très importante, les lois de Mendel sont applicables seulement pour les organismes diploïdes. Ça, c'est une notion très importante. On n'applique pas les lois de Mendel sur les organismes haploïdes. Donc, premièrement, on va étudier ces deux lois de Mendel. Premièrement, avant de continuer, prenez un stylo, une feuille et notez ces deux lois parce qu'on va utiliser après, on va détailler ces deux lois dans les schémas et dans des tableaux, etc., etc. Notez avec moi ces deux lois. Tout simplement, ce sont des lois très faciles. Notez ces deux lois et après, on va démontrer ces deux lois. La première loi de Gregory Mendel, c'est l'uniformité de F1. Qu'est-ce que ça veut dire l'uniformité de F1? Notez ces deux phrases-là. Chaque caractère est gouverné par un couple de gènes, donc un couple d'allèles. Uniformité de F1, ça veut dire quoi? L'uniformité de F1. Ça veut dire lorsqu'on croise deux races pures ou deux lignées pures ou deux souches pures, la descendance et la descendance qu'on va obtenir, c'est une descendance qui a une apparence identique. Ça veut dire on va trouver la descendance a le même phénotype. A le même phénotype. Ça, c'est la première loi de Mendel. Lorsqu'on croise, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une race pure? Qu'est-ce que ça veut dire une lignée pure? Qu'est-ce que ça veut dire une souche pure? Ces trois mots, ces trois phrases sont les mêmes phrases. Lignée signifie souche, signifie race. Pure, lignée pure, souche pure et race pure. Ça veut dire que, tout simplement, lignée pure signifie que l'individu ou l'individu croisé est un individu homozygote. Ça veut dire qu'on tient le même allèle deux fois. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire race pure. Et c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire souche pure. Et c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire lignée pure. Et donc, pour la première loi de Mendel, c'est simple. Lorsqu'on croise deux individus homozygotes, on obtient une descendance, on obtient une génération identique, qui a un phénotype identique. Par exemple, lorsqu'on croise un individu via une fleur rouge avec une fleur blanc, on obtient avec une fleur blanche, on obtient la première génération toute identique. On obtient par exemple, toutes les fleurs sont rouges. C'est ça qu'est-ce que signifie la première loi de Mendel. Notez cette première loi. Pour la deuxième loi de Mendel, on a une ségrégation de type 3-1 des caractères dans la F2. Les hybrides de la F1, tout de même phénotype. Ça, c'est la première loi de Mendel. Les hybrides de la F1 sont toutes de même phénotype. Ça, c'est simple. Et donc, l'allèle gouvernant le caractère qui apparaît est dit dominant et l'allèle gouverner le caractère qui n'apparaît pas est dit récessif. La descendance d'un croisement entre F1 fois se croise avec F1, donne une F2 avec les proportions 3 quarts du dominant, 1 quart des récessifs. On va tout simplement démontrer ces deux lois dans la diapo suivante. Et donc voici un exemple sur lequel on va travailler, on va démontrer les deux premières lois de Mendel. Premièrement, le caractère ici, on a ici deux fleurs. Et le caractère étudié, c'est la couleur de la fleur. Donc, on a le caractère de la fleur, il est soit la fleur, elle est soit violette ou soit blanc. Donc, ici, on croise deux races pures. Qu'est-ce que ça veut dire deux races pures? Ça veut dire une souche homozygote, ça veut dire une souche qui contient le même allèle, deux allèles.
Ça, qu'est-ce que signifie homozygote? Ça veut dire le même allèle est représenté deux fois. Et donc, une fleur qui contient un allèle qui est violette et qui contient un allèle, l'allèle correspond à la couleur violet, et donc il est représenté deux fois. Donc on symbolise l'allèle qui détermine le caractère violet par grand V, et le caractère qui et l'allèle qui gouverne la couleur blanc par petit v. Et donc, lorsqu'on croise une fleur violet avec une fleur blanc, on obtient une fleur violet. Et donc, ça, c'est la première loi de Mendel tout simplement. Le premier loi de Mendel dit que lorsqu'on croise deux races pures, on obtient une uniformité de F1, la génération F1, donc on obtient une génération uniforme, le même phénotype sur toute la génération. Par exemple, lorsqu'on croise ces deux, on obtient 50 fleurs. Tous ces 50 fleurs sont, sont de couleur violet. C'est ça, voici une remarque. Mendel observe que les hybrides de génération F1 sont constitués à 100% de fleurs violettes. Et donc, pour symboliser ici, et donc, on dit que pour l'allèle qui est l'allèle qui s'exprime en F1, ou bien le caractère qui s'exprime en F1, c'est le couleur violet. Ou bien c'est l'allèle qui gouverne le couleur violet. On le symbolise par grand V. Et donc on dit que ce allèle il est dominant. L'allèle correspond à la couleur violet est un allèle dominant puisqu'il apparaît en F1. Et l'allèle qui n'apparaît pas en F1, c'est l'allèle qui gouverne la couleur blanc. On dit que c'est un allèle récessif. Donc voici deux mots. Caractère ou allèle dominant, ça veut dire que le caractère ou l'allèle qui s'exprime en F1, qui domine, un allèle domine sur l'autre allèle, donc ce caractère est domine sur l'autre caractère, et donc on obtient tout le caractère en F1, on obtient le même phénotype, le même caractère, la même couleur. On dit que ce couleur, le caractère qui est observé dans F1, c'est tout simplement c'est le caractère dominant. Et l'allèle qui n'apparaît pas dans F1, c'est l'allèle récessif. Et donc, ça c'est la première loi de Mendel. Pour le deuxième loi de Mendel, comme il est indiqué dans la diapo à droite de la diapo, lorsqu'on obtient le caractère dominant dans F1, bien lorsqu'on obtient les individus hybrides, ça veut dire des individus qui contiennent les deux allèles, comme s'il est indiqué grand V, petit v, les individus de F1 contiennent les deux allèles, l'allèle grand V et l'allèle petit v. L'allèle grand V pour le caractère violet, et donc le caractère violet domine sur le caractère V, sur le caractère qui gouverne sur l'allèle qui gouverne le caractère blanc, la couleur blanc. Et donc, le caractère blanc n'apparaît pas dans F1, seulement seulement la couleur violet qui s'apparaît en F1. On dit que grand V est dominant. Maintenant, pour démontrer le deuxième loi de Mendel, lorsqu'on croise F1 fois F1, rappelons-vous que F1 est un hybride, est un hétérozygote, contient deux allèles, contient l'allèle qui gouverne le caractère violet et contient aussi
le caractère qui gouverne l'allèle qui contient, pardon, contient aussi l'allèle qui gouverne le caractère blanc. Même s'ils n'apparaissent pas, il le contient. Et donc, lorsqu'on croise F1 fois F1, on trouve que on obtient 3 trois quarts des individus en le caractère dominant. Dans notre cas ici, le caractère étudié ou le caractère dominant, c'est la couleur violet. Comme s'il est indiqué dans la photo, on trouve que lorsqu'on croise les hybrides de F1, on obtient une F2, on obtient des proportions dans F2 avec trois quarts du phénotype, du phénotype, du phénotype, du phénotype du caractère dominant et un quart, ça veut dire 1 sur 4 du caractère récessif. Les trois quarts sont les suivants. Les trois quarts du caractère dominant, grand V, des individus qui contient les deux allèles dominants, grand V, des allèles qui contiennent grand V, petit v, et des allèles qui contiennent grand V, petit v, et pour l'allèle récessif, pour le caractère récessif, on trouve petit v. On va démontrer ces proportions dans l'échiquier de gamètes, dans la diapo suivante. Et donc, ce premier tableau, il est appelé l'échiquier de gamètes. Donc, on a dit que dans ce tableau, on présente les gamètes mâles et les gamètes femelles. Et donc ici, on a dit que lorsqu'on croise deux races pures, on obtient une génération F1 uniforme, 100% du phénotype dominant. Et alors ici, on va croiser, dans ces échiquiers de gamètes, on va croiser F1 fois F1, les hybrides de F1. Et donc, on a dit que ce sont des hybrides, donc qui contiennent 50% de l'allèle dominant, grand V, et 50% de l'allèle récessif, petit v. Un demi grand V, un demi petit v. Chez les deux. Et donc, un demi fois un demi, il va nous donner un quart, grand V. Un quart un quart pour des individus qui contiennent grand V. 100% grand V, donc ayant un phénotype violet, couleur violet. Un demi grand V fois un demi petit v, aussi, il va y avoir le phénotype ou bien le caractère violet. Pourquoi? Parce que tout simplement grand V, le caractère violet domine sur le petit v. Aussi, pour le troisième cas, un demi petit v, un demi grand V, tout simplement le caractère violet. Et pour le quatrième cas, un demi petit v fois un demi petit v va nous donner le caractère récessif. Pour que le caractère récessif soit s'exprimer, il faut que l'individu soit homozygote récessif. Ça veut dire qu'il faut que l'individu contient les deux allèles récessifs. Et donc, voici pourquoi 3 quarts. Pour le caractère violet, on trouve 3 quarts. Un quart pour l'homozygote grand V, homozygote dominant. Et un demi vient de un quart plus un quart de l'hétérozygote, puisque grand V domine sur petit v. Et pour le caractère récessif, ou bien pour la couleur blanche des fleurs, un quart, c'est tout simplement pour le homozygote récessif. Il faut que l'individu soit homozygote récessif pour qu'il soit blanche. Et donc on passe deuxièmement au croisement de retour ou back
cross. Back cross, c'est en anglais. Back, ça signifie retour. Cross, ça veut dire croisement. C'est la même chose. Croisement, retour ou back cross. Donc, premièrement, pour tester sa validité, pour tester la validité de sa théorie, Grégory Mendel imagine d'autres types de croisements. À cette fois-là, il va croiser un hybride de la F1 avec une souche parentale. Rappelons-vous, pour qu'on obtenir le deuxième loi de Mendel, on croise F1 fois F1. À cette fois-là, Mendel a réalisé d'autres types de croisements et il a croisé un hybride de F1 avec une souche parentale, avec une souche, avec une race pure, avec une lignée pure, avec un individu homozygote pour l'allèle étudié, pour le caractère étudié, pardon. Et donc, il va croiser F1 soit avec l'individu ou bien la souche qui contient l'allèle dominant, ou bien soit avec la souche qui contient l'allèle récessif, homozygote récessif. Soit il va croiser avec l'homozygote dominant, soit il va se croiser avec l'homozygote récessif. Et donc, il a réalisé le premier croisement F1 fois F0, le parent homozygote dominant. On va premièrement le parent homozygote dominant. Et donc, dans ce cas-là, on a dit que l'hybride, il est hybride, donc il contient deux types d'allèles, un allèle dominant et un allèle récessif. Donc, ça soit grand V, petit v, avec une souche parentale dominant, homozygote dominant, donc grand V, grand V. Le phénotype, c'est violet, puisque grand V domine sur petit v. Et pour l'échiquier de gamètes, pour F0, pour le parent, pour l'homozygote dominant, il va donner 100% des gamètes V. Il va donner grand V. Il va donner tout simplement grand V, puisqu'il est homozygote. Et pour l'hybride de F1, les gamètes de F1, il va donner soit grand V, soit petit v. Donc, dans tous les cas, on aura 100% de phénotype violet. Dans tous les cas, dans ce croisement, on obtient toujours 100% du violet. Toujours 100% du violet dans ce cas-là. Et l'échiquier de gamètes démontre pourquoi j'ai dit 100% de phénotype violet. Et pour le deuxième croisement, F1 fois, cette fois-là, fois l'homozygote récessif. Fois l'homozygote récessif. Et donc, F1, on a dit qu'il est hybride. Donc, il contient deux allèles différents. Et donc, un allèle dominant et un allèle récessif. Et pour l'homozygote récessif, contient les deux allèles récessifs, les deux allèles responsables pour le couleur blanc. À cette fois-là, comme il indique l'échiquier de gamètes à droite, on va obtenir deux phénotypes, 50% du phénotype violet et 50% du phénotype blanc. Un demi grand V, l'échiquier de gamètes signifie tout, explique tout. C'est facile. Et ce dernier croisement, ce croisement entre un hybride de F1 avec l'homozygote récessif, il est appelé test cross. Il est appelé test cross ou croisement test. Test cross ou croisement test. Et donc, ce croisement entre un hétérozygote et un homozygote récessif, bien test cross, il est appelé test cross, pardon. Ce croisement, ce dernier croisement qu'on a fait entre un homozygote récessif et un hétérozygote, un hybride de F1, appelé test cross ou croisement test. Et donc, on réalise ce type de croisement lorsqu'on ne connaît pas
le génotype de l'individu. Donc, ce type de croisement permet de déterminer le génotype de l'individu testé à partir des phénotypes de la descendance. Donc, on connaît le génotype de l'individu testé à partir du phénotype de la descendance. On connaît le génotype de l'individu testé à partir du phénotype de la descendance. Comment on connaît ce génotype à partir du phénotype de leur descendance? Donc, les types et les fréquences phénotypiques de la descendance correspondent aux types et fréquences génotypiques et gamètes produits par l'individu testé. Ne me casse pas la tête avec ça. On va voir comment on connaît le génotype de l'individu attesté sur lequel on réalise ce test cross. Comment on connaît son génotype à partir du phénotype de leur descendance. Par exemple, dans ce cas-là, on a un phénotype violet. On ne connaît pas si le phénotype il est grand V, s'il est homozygote dominant, ou bien s'il est hétérozygote, s'il est grand V, petit v. Puisque dans tous les cas, on va avoir un phénotype violet, puisque grand V domine sur petit v. Et donc, s'il est grand V, donc il est homozygote, donc il donne grand V. On a dit que ces croisements tests, on le croise avec un phénotype récessif, un homozygote récessif. Et donc, dans ce cas-là, on va croiser avec un homozygote récessif, avec une fleur blanche. Cette fleur blanche va nous donner petit v et petit v. Donc, on va avoir toute la descendance ayant un phénotype violet. Et donc, si on réalise le croisement test avec avec une fleur qu'on ne connaît pas son génotype et on voit que son phénotype il est violet, on ne sait pas son génotype. Si on réalise ce test cross et on obtient que toute la descendance et tous les fleurs de la descendance sont violets, on conclut automatiquement que le génotype de la fleur est homozygote dominant grand V. Ça, c'est la première proposition. Pour la deuxième proposition, si la fleur est hétérozygote, donc elle contient les deux allèles, elle contient grand V et petit v. On aura donc deux gamètes, soit petit v, soit grand V. On le croise avec un homozygote récessif petit v. On obtient, comme s'il est indiqué dans le tableau, ou bien dans l'échiquier de gamètes, on obtient 50% des fleurs violettes et 50% des fleurs blanches. Donc, si lorsqu'on réalise un croisement d'un phénotype violet avec un génotype inconnu, avec un homozygote récessif, et on trouve que la descendance se compose avec 50% des fleurs violettes, ça veut dire un demi des fleurs violettes et 50% des fleurs blanches, on conclut automatiquement que le génotype de la fleur attestée, ou bien de l'individu attesté, elle est hétérozygote. Et ça, c'est la deuxième proposition. Et c'est la dernière proposition dans ce cas de test cross. Bien dans ce cas de croisement test ou cross test. Ou test cross, pardon.